Bonjour à toutes et à tous, et merci d'avoir transplané dans ce 22e épisode du Pince Crâne. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'émission sur YouTube, Spotify, Deezer, Podcast Addict et Apple Podcast, bien évidemment sur YouTube, mais vous pouvez aussi nous retrouver cet été, Bambi et moi, à l'événement Commandeur l'Assemblée. Un événement autour du multijoueur où vous pourrez affronter presque tous les créateurs du contenu du Magic français. Notamment Bandit, la tour de commandement, Mono Commander, les chroniques du commandeur, nos potes de Magic C'est Chic, et aussi le podcaster mage. Mais sans plus attendre, on détape ses permanents, on passe la phase d'entretien, on pioche, c'est parti. Rebonjour à toutes et à tous, et merci d'avoir transplané avec nous dans ce nouvel épisode du Pince Crâne. Je suis Nox, et aujourd'hui nous allons discuter, analyser et débattre autour de Double Master 2022, et pour ce faire, je suis accompagné de deux invités. Tout d'abord, Maker. Bonsoir. Mais aussi Guigou. Bonsoir, chères auditrices et auditeurs de la magie. Bon, alors, est-ce que vous pourriez vous présenter les gars avant de rentrer dans le vif du sujet ? Salut à tous les auditeurs. Moi, c'est Maker. Vous m'avez peut-être déjà entendu ou aperçu sur certains Discord. Plus précisément celui de la tour de commandement, ainsi que la chaîne YouTube associée. Moi, je fais partie de, un petit peu, on va dire, les 4 personnes de tête de la tour de commandement. Moi, je suis plus dans l'aspect événementiel, donc les événements qu'on peut organiser, type week-end de la tour pour ceux qui connaissent. Et donc voilà, je fais partie de cette entité, donc si vous connaissez la tour de commandement sur YouTube et ailleurs. D'accord. Et toi, du coup, Guigou, qui es-tu ? Guigou de la chaîne, des chaînes YouTube et Twitch, ça c'est Magic, créé en 2019, n'est-ce pas, où on parle principalement commandeur multi, commandeur dual et aussi du limité, parce que le limité c'est vachement bien sur une dynamique qui à la base était vraiment faite pour proposer de parler de Magic d'une façon peut-être un peu différente, qui n'était pas encore présente sur le YouTube français à ce moment-là. Et le but et la ligne directive, c'est que les différents spectateurs et spectatrices de la magie qui sont connaisseurs puissent passer un bon moment et que les nouveaux puissent quand même trouver leur compte en apprenant des choses. Donc voilà, joueur de Magic depuis une quinzaine d'années, avec des pauses et des reprises, comme beaucoup je pense, dans ce milieu. Ouais, d'ailleurs je suis passé sur ta chaîne et la dernière vidéo que t'as sortie c'était un top sur les cartes de Double Master 2022 et ça tombe bien parce que c'est notre sujet du jour. Nous sommes dans effectivement la cohérence. Bon, encore un petit peu avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai eu la chance d'organiser avec Bambi cet été, le 23 et le 24 juillet à Auxerre, un événement qui s'appelle Commandeur l'Assemblée, donc qui est un événement autour du format Commander. Est-ce que j'aurai la chance de vous y trouver ? Alors évidemment, oui. Oui, je ne manquerai ça pour rien au monde, un event organisé par des Français dans une ville comme Auxerre que je ne connais pas en plus, surtout en commandeur multi. Je pense que c'est une bonne occasion et peut-être qu'avec un peu de motivation, on va tourner un petit vlog de la magie aussi, n'est-ce pas ? Et une bonne expérience, rencontrer aussi d'autres joueurs sur cet événement-là. Et il me tarde, j'avoue. Voilà, le voyage est déjà organisé et tu vois, le Airbnb est réservé depuis aujourd'hui. Donc il nous tarde d'y être. Ouais. Au top. Et toi, Maker ? Oui, bien évidemment. De la même manière que Guigou, étant donné que nous, chez la tour de commandement, on aime l'événementiel, on aime le commandeur, on pratique ça nous-mêmes, donc on peut que soutenir les gens qui veulent transmettre aussi cette passion que nous avons également. Donc je vous annonce que oui, bien entendu, je serai là. Et d'ailleurs, je ne serai pas tout seul parce que je serai aussi avec les 3 autres lurons de la tour de commandement. Donc vous connaissez certainement Thibaut, Emeric aussi, et certainement Ulysse. Donc on sera là tous les 4. Si vous voulez nous croiser, ça sera l'occasion. Ok, au top. Bon bah écoute, on sera tous à Commandeur l'Assemblée cet été pour se mettre sur la tronche en Commandeur, mais pourquoi pas aussi en format draft ou que sais-je. Bon, allez, sans plus attendre, on va se lancer dans notre sujet du jour, Double Master 2, ou Double Master 2022. Du coup, Duel Master 2,
qu'est-ce que c'est? C'est comme tous les set masters, c'est une extension, une édition de reprint de cartes du coup déjà existantes. Et pour la plupart, c'était c'est des cartes qui sont attendues. Mais la spécificité de Double Master, c'est qu'à l'intérieur, on pourra donc, enfin dans les boosters de Double Master, on y trouvera du coup 2 rares et 2 foils à chaque fois. Qu'est-ce que vous avez pensé des reveals de cette édition? Quelle est votre sensation anticipée sur cette édition? D'un point de vue personnel, je pense que c'est une édition qui est pas forcément pour moi. Je trouve que il y a beaucoup de cartes, étant donné que je suis quelqu'un qui a une collection correcte en termes de Magic, j'ai pas à me plaindre à ce niveau. Donc, du coup, la plupart des reprints qui sont proposés, même s'ils sont très bons, c'est des cartes que je vais posséder, ou en tout cas qui ne m'intéressent pas forcément. Après, en dehors de ça, je trouve que elle a peut-être été critiquée à certains égards qui, pour moi, je trouve que l'édition se défend. Je pense juste que c'est un produit qui est pas pour tout le monde. Et je développerai peut-être plus cette idée plus tard sur les points qui seront amenés, mais je pense que oui, c'est un bon... Pour moi, si je devais résumer, c'est un bon produit, mais pas pour tout le monde. Ouais, je te rejoins un peu sur le côté pas pour tout le monde et j'irais même un peu plus loin où il y a quand même des très bonnes cartes pour des personnes qui rentreraient dans un format étendu. Et je pense que vous devez en voir aussi très régulièrement des nouveaux joueurs qui arrivent sur vos streams respectifs ou sur vos vidéos respectives en disant je commence Magic par le commandeur, qu'est-ce qu'il faut que j'achète comme booster? Et je trouve que ça fait partie des extensions qui peuvent être correctes pour récupérer des bonnes cartes qui dureront dans le temps sur ces nouveaux joueurs-là. Après, je partage aussi un peu la moitié des cartes, j'ai dans ma collection aussi, et c'est les grosses cartes, tu vois, donc personnellement... Pour le plaisir d'ouvrir en stream, évidemment que je vais prendre une boîte, mais, mais c'est plus pour ce plaisir-là. Mais il y a des petits éléments qui sont très importants, comme pas mal de grosses cartes rares ou mythiques, dont ce n'est que le second reprint. Et pareil, on développera un peu plus tard, je pense, mais je trouve ça vraiment intéressant. Et ça remet un petit peu à niveau, ça permet de re-rendre accessible, pas forcément qu'en termes de prix, certaines grosses cartes comme ça pour des personnes qui arrivent dans ce type de format. D'accord, ok. Je voudrais rebondir sur ce que tu as dit, parce que pour moi, il y a une nuance importante à apporter à ce que tu viens de dire, c'est que je suis pas sûr que ça soit forcément le meilleur produit pour débuter, en tout cas le Commander, parce que faut quand même voir que la plupart des cartes qui sont proposées sont quand même d'un power level assez haut, ou sont jouées dans des packs de power level assez haut. Donc en fait, il faudrait que la personne qui achète cette boîte soit consciente que si elle veut monter les packs autour des cartes qui vont être ouvertes, ce ne sera pas forcément des packs très casual friendly, j'ai envie de dire, qui sont très sympathiques. Ça va tout de suite t'inciter à jouer un power level assez haut, ce qui n'est pas forcément compatible avec la découverte du format. Je suis assez d'accord, effectivement. La nuance est vraiment présente entre... c'est pas pour quelqu'un qui rentre directement, mais peut-être quelqu'un qui est déjà rentré par des précos, par ce type de pack-là, qui sait déjà jouer à Magic, mais qui veut aller plus loin dans le Commander. Ou dans des formats éternels. Ouais, la précision, effectivement, est bonne, je suis d'accord. Un profil de personne, au final, qui a peut-être 1 an, 2 ans d'expérience dans le format, qui a effectivement peut-être envie, du coup, de combler les trous de sa collection avec des cartes qui étaient difficilement accessibles, quoi. Ouais, je pense qu'on est là. Ouais. Ok. Bon, alors, au sein de l'édition, est-ce que vous avez vos petits préférés? Quelles sont vos cartes qui vous ont le plus plu à travers l'édition? Allez voir le top 10 sur Ça c'est Magic, j'ai envie de dire. Pas du tout. Non, mais je mettrais très volontiers un lien, il n'y a pas de souci. Mais est-ce qu'il y en a une ou deux d'ailleurs, qui t'ont fait vraiment plaisir à toi, pas en tant que créateur de contenu, mais toi personnellement, tu vois. Tu te dis, ah putain, celle-là, je voulais vraiment l'avoir reprint. Arche de mana. D'accord, ok. Je vais te nommer quelques cartes, voilà, Arche de mana. Je vais te nommer Berger des Allosaures, parce que pareil, c'est que son second reprint. D'accord, ok. Je dirais 10 étouffantes et une petite dernière, Force of Negation. Force de négation. Et le son impérial pour le côté spéculation sur le prix à la limite, mais ça s'arrêterait là, quoi. Et toi, Michael, du coup? Ouais. Ben moi, en tant que joueur de moderne, en plus ça a été une des premières cartes reveal, donc tu l'as cité Wrenn and Six. C'est une carte qui est indispensable dans le format actuellement. Et ben, ça fait plaisir de l'avoir reprint parce que ça commence à devenir une carte qui est difficilement accessible dans les boosters et
d'autres manières sur le marché secondaire. Ensuite, alors c'est un peu particulier, mais il y a une carte qui m'a fait plaisir de voir dans les reprints. Je sais que c'est une carte que les gens vont trouver insignifiante pour la plupart, mais c'est Hostage Taker ou preneuse d'otage, qui était la première fois éditée Ah dans ouais, Exalan. Alors étrange. pourquoi ça me fait plaisir de voir cette carte éditée? Ben, tout simplement parce que j'aimerais beaucoup que les gens se rendent compte que c'est une excellente carte. Et si ça permet aux gens de se rendre compte et de plus jouer cette carte pour découvrir la puissance qu'il y a derrière cette carte, bah, ça me ferait plaisir, quoi. Et, D'accord, ok. et après, Et d'ailleurs, sur la preneuse d'otage, Ouais, je m'arrête 2 secondes. Je me ouais, souviens que vas-y. dans le print original, Ah oui. il y avait une erreur, non? Il y avait un petit bug, effectivement, preneuse d'otage qui permettait de juste finir la partie sur une draw. Bon, du coup, là, ils ont corrigé. Oui, ouais, l'errata est passée pour ceux qui ont pas vu la première version de preneuse d'otage. Actuellement, elle est wordée. Bah, c'est écrit de façon à exiler jusqu'à une autre créature ciblée. Le problème, c'est D'accord. que sa première version n'avait pas le jusqu'à. Donc si on la jouait sur un board vide, elle devait s'exiler elle-même, mais vu qu'elle voyait qu'elle n'était plus présente, elle revenait sur le champ de bataille, puis elle Ainsi devait de suite. s'exiler elle-même, ainsi de suite. Et donc du coup, quand une boucle, quand vous créez un événement de boucle infinie que vous pouvez pas arrêter manuellement dans Magic, ça finit sur une draw. Donc c'était une draw, bah, un moyen de faire une égalité sur une seule carte. D'accord. Bon, excuse-moi de t'avoir interrompu. Et du coup, la dernière carte? Euh, J'aime beaucoup les piles full taille qui veulent rien dire et qui font juste de la value, donc pour moi ce sera Sinistre Écorcheur. Et D'accord. c'est juste des cartes plaisir en fait. Après oui, je pourrais citer toutes les autres cartes qui ont énormément de value comme Arche de Mana ou Force of Negation. Oui, je suis très content de les voir reprint, mais ça me fait toujours plaisir de voir une petite carte de cœur que j'aime, de voir qu'elle est un petit peu plus accessible même si elle valait pas grand chose. Moi, pour ma part, je pense que c'est Sceau Impérial, Imperial Seal, qui est vraiment, bah, ça me fait vraiment plaisir parce que ça faisait partie des cartes qui étaient vraiment, bon, qui ont été éditées une fois il y a très très longtemps, et donc du coup, typiquement, ça faisait partie un petit peu des trous qu'il y avait dans ma collection. Donc du coup, en plus comme je suis un grand joueur de mono noir, bah forcément ça me donne envie pour mes packs les plus punchy. Croisée harmonieuse aussi, concordante Crossroad. Mais là, plus parce que j'ai la version originale en bord blanc, et du coup ça me fait chier, du coup je serais content de récupérer une en bord noir et vendre l'ancienne à un moment ou à un autre. Sinon, après, de manière générale, un petit peu comme vous, au final, j'ai à peu près tout de ce qui est édité, donc ça ne m'évoque pas grand-chose ensuite. Après, pour rebondir sur le cas d'Imperial Seal, et je pense que c'est une très bonne manœuvre de la part de Wizard, et vous voyez déjà avec l'impression de 3 visites dans le premier set Commander Legend. Je pense que à terme, toutes les cartes de Free Kingdom qui sont un petit peu inaccessibles, bah, ils vont les rééditer petit à petit à coup de une carte par set tous les 3-4 sets. Et on finira peut-être par enfin avoir ce set accessible, quoi. Euh, Par rapport à ça, enfin, il y a évidemment, je pense comme vous, et je vais dire quelque chose de très basique, mais le côté nostalgique, quoi. Il y a des cartes qui font boum boum dans nos petits cœurs de joueurs, et dans ce qu'on cite, on peut pas être 100% objectif, parce que, enfin, tu vois, je te cite une Enco, genre il y a Mur d'Augure, là, le 0,4 défenseur pour 2 qui fait draw. Moi, ça me rappelle quand je jouais Coblade en standard, tu vois, il y a plein de reprints comme ça, où je peux pas m'empêcher d'avoir une émotion, mais et ça joue pas mal aussi. Ouais. Le problème, c'est que c'est pas possible d'être purement pragmatique, parce que si je devais être purement pragmatique sur ma vision de l'édition, moi, je citerais juste les cartes qui étaient le plus chères sur le marché secondaire, et je dirais, bah, c'est très bien que je la reprint. Mais l'analyse n'en serait pas très intéressante. Ouais, je suis d'accord. Et est-ce qu'il y a une carte ou des cartes que vous auriez aimé voir dans ce set, mais qui n'y sont pas? Oui, il y a des cartes, enfin il y a une chaîne de cartes que j'aurais vu rééditer autrement, mais des cartes, je peux pas te dire comme ça là. D'accord. Donc, moi, il y aura un cycle que j'aurais bien aimé revoir. Après, je sais que c'est pas les cartes les plus inaccessibles, mais c'est parce que c'est pas non plus les cartes qui ont été le plus rééditées, et pourtant, vachement intéressantes, c'est le cycle des pactes. Donc, Pact of Negation, Pacte de l'invocateur, etc. Même si, sans se mentir, le blanc et le rouge sont quand même beaucoup, beaucoup moins intéressants. Mhm. Mais c'est toujours des cartes qui sont intéressantes à avoir dans une collection, et pour moi, c'est des cartes qui sont assez emblématiques de cette master. Donc ça m'aurait fait plaisir de les voir là, je pense. D'accord. J'ai pas vraiment de
cartes que j'aurais vraiment aimé voir. Peut-être un peu plus Alors c'est un set qui est un peu orienté quand même avec le commandeur en tête, mais on abordera ça plus tard. Mais j'aurais bien vu un peu plus de cartes, enfin je sais pas, un peu plus peut-être de cartes exclusives au commandeur qu'on n'arrive pas à retrouver. Après c'est compliqué à insérer parce que c'est un set qui va se drafter, mais... Du coup, ta phrase me permet de rebondir un peu là-dessus, mais je trouve, et je pense qu'on arrivera un peu plus tard là-dessus, mais moi je suis assez en désaccord avec cette analyse-là. Je pense que si vraiment je dois avoir une chose qui me manque dans cette édition, je trouve que justement on a un petit peu perdu l'aspect master en n'ayant plus vraiment, j'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément des cartes qui sont actuellement jouées dans les formats compétitifs, que sont le moderne, le legacy, le pionnier, etc. Le format éternel compétitif, et du coup pour moi ça manque un petit peu de ces cartes-là. Typiquement, Ouais, tout à fait. le cycle des élémentaux, je peux comprendre les élémentaux qui ont évoqué, je peux comprendre qu'ils l'ont pas encore remis tout de suite parce que c'est des cartes assez récentes. Mais ça aurait peut-être mérité de voir le Teferi 5, le Omnat 4 couleurs, ce genre de cartes par exemple. Quelque chose qui manque peut-être à cette édition, c'est un cycle de land rare. On a les fetch qui ont été édités dans Modern Horizon 2 du coup l'année dernière. Peut-être avoir les fetch ennemis, si je dis pas de bêtises. C'était les fetch alliés ou ennemis dans C'était Modern les Horizon. ennemis, je crois. Bah du coup les fetch alliés, ça aurait été peut-être bien de les revoir à ce moment-là. Ouais, en fait, moi, ce que je trouve presque honteux, c'est, ça rebondit un peu sur ce que tu dis, c'est les lands Unco qui nous ont mis dans cette extension, qui sont réédités des milliards de fois dans des précos, si tu veux. Et effectivement, mettre un autre cycle de land, peut-être même des trucs Enco, j'ai pas de solution, je sais pas quoi, mais personnellement, j'en ai marre de les voir tout le temps dans les précos, et les voir dans une extension comme ça me fait un peu mal au bide, quoi. Et c'est vrai que ouais, les fetch de l'autre côté, ça aurait peut-être été bien. Après, s'ils avaient mis des fetch, ils auraient sacrifié quoi comme carte à la place, tu vois. Il y a aussi cette question-là. Si on parle de land indispensables et qu'on reste dans la même thématique que les Boonsland, tout simplement, ils nous auraient mis des Ravelands. C'est des lands qui sont indispensables, qu'on aurait toujours aimé ouvrir, Bien sûr. qui sont joués partout dans tous les formats où ils sont légaux. Donc pour moi, c'est typiquement rentre dans le cahier des charges d'une édition master, que c'est une carte indispensable. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que c'est Oui. des cartes qu'on aurait tous aimé revoir parce que mine de rien, le dernier bloc Ravnica, il est plus du tout récent. En tout cas, ça fait maintenant plusieurs années que c'est des cartes qui sont recherchées pour à peu près tous les decks. Que ça soit, peu importe le format en fait. Ça rentre complètement dans cette optique de je viens de rentrer dans Magic, dans une édition, ça fait quelques années que je joue, c'est des cartes que je cherche, parce qu'au final, on en a besoin partout. Avec le pionnier qui a un regain d'intérêt, vu que le jeu physique commence à reprendre tout doucement, ben c'est des landes que tout le monde s'arrache, parce que en pionnier, c'est les meilleurs landes Lego, c'est joué partout, quoi. Tout à l'heure, on a parlé du draft. D'ailleurs, c'est une édition qu'on ne peut trouver que soit en booster de draft, soit en collector booster. On n'a pas les 7 boosters pour ce set. Qu'en est-il à votre avis, sans avoir joué à l'édition forcément, de l'expérience de draft que propose Double Master 2022? Bah, il y a pas mal de cartes qui passent de Venco à commune. Je pense à la grâce des dieux, par exemple, des cartes comme ça qui peuvent amener des très très bonnes cartes et d'en avoir une quantité plus importante. À titre personnel, j'ai regardé très vite fait les archétypes, hein, et effectivement, comme tu dis, on n'a pas encore les mains dessus. Bon, il y a un archétype Blink en draft, en limité, et de mémoire, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu un archétype Blink en limité, et je trouve ça vraiment fun, vraiment cool, tu vois. Donc soit en bleu blanc, soit en bleu blanc, noir, avec un splash noir, il y a quelques cartes qui permettent de le faire aussi, avec un vampire, là, un 3-4 pour 5 qui permet de le faire. Et je trouve que retrouver un archétype Blink, même s'il n'y a pas que celui-ci, moi ça me fait plaisir, tu vois. Et je trouve que l'expérience, à mon avis, ça doit être assez intéressante, parce que tu as des packs assez puissants, du coup. Et on en discutait aussi il y a quelques temps. C'est à mon avis, c'est une bonne extension où tu gardes quelques boosters, tu vois, où tu gardes une quinzaine de boosters, et dans 2-3 ans, tu te fais un draft avec cette extension, un peu au même titre que Time Spiral Remastered.
pour se replonger un peu dedans de temps en temps, ça peut être intéressant avec les copains, tu vois, de manière complètement off. Ça peut être chouette, ouais. Voilà, à mon avis. Ouais, j'aime beaucoup l'analyse que t'en fais de stocker un peu cette édition comme une espèce de capsule temporelle à réouvrir dans quelques années. Je pense que c'est vraiment intéressant. Et oui, c'est le genre de format de draft qui vieillit pas vraiment et qui est toujours intéressant à jouer. Si je prends mon expérience personnelle, je pense que j'ai joué à quasiment tous les formats de cette master. Et en général, oui, c'est toujours des éditions qui sont très intéressantes à drafter parce que ça change des drafts d'édition standard. On est sur un format beaucoup plus power, où on revoit des têtes d'affiches d'anciens standards ou d'anciens formats, et ça fait toujours plaisir de voir ces cartes-là dans d'autres circonstances, et c'est souvent des formats qui dorment pas trop, quoi, et où il y a de l'interaction, et c'est intéressant de jouer. J'ai eu l'occasion de demander à mon camarade de Magic Chic, le Land Palmer, qu'est-ce qu'il pensait de ce set, comme ça, venez. Et du coup, je vais le citer. Du coup, ouvrez les guillemets. En draft, les 7 masters, globalement, ça va du sympa au très très sympa. Double Master 1 a été très cool à drafter. Et là, je trouve que l'aspect Cube Commander est plus présent que jamais. Les communes et les Unco sont ultra pushés. Et je m'attends à un format vraiment intéressant du moment qu'on n'est pas rebutant par la complexité des cartes. Donc la prévision de Leland, c'est que ça serait un set plutôt agréable. En tout cas, il en tire visiblement que du positif. Donc voilà. Étant donné que depuis mes débuts de joueur de limité sur Magic, je lui fais confiance, je pense que je vais à nouveau renouveler cette confiance, mais qu'il l'a jamais déçu, et que en général j'étais souvent d'accord avec ses analyses après coup, donc ça m'a l'air plus que pertinent. Ouais. Dedans, il évoque l'aspect Cube Commander. C'est vrai qu'il y a énormément de cartes qui sont dédiées au Commander, notamment beaucoup de créatures légendaires qui sont des cartes qui étaient exclusives à des préconstruits, qui étaient ce qu'on appelle des Face Commander. Est-ce qu'on serait pas devant double Commander Master finalement? Après, faut pas se mentir, hein, commercialement parlant, ça fait 2 ans que le Commander est quand même vachement bien en avant sur la scène avec les nouveaux produits qui sortent. Donc la réponse me paraît être relativement logique, c'est oui. Et de toute façon, toutes les extensions aujourd'hui, ils s'en cachent pas, hein, Wizard s'en cache pas. Il y a forcément du Commander dedans, et c'est le format qui était le plus joué avant, mais c'est encore plus vrai aujourd'hui, quoi. Donc aujourd'hui, je pense que c'est même logique sur ce type d'extension que le Commander est mis en avant, quoi. C'est comme si on te le marquait sur le booster. Regarde, c'est une extension, une chouette extension effectivement pour les formes externes. Mais par contre, si tu joues Commander, c'est encore mieux, quoi. Moi, je le vois un peu comme ça, tu vois. Ça va être assez paradoxal la réponse que je vais apporter, surtout quand on sait que je crée du contenu et je crée de l'événementiel autour du format Commander, donc c'est un peu mon format principal. Mais je trouve que oui, malheureusement, on doit appeler ça Double Commander Legend Master 2, si vous voulez. Et je trouve ça un peu dommage parce que quelque part, je trouve c'est ce que je voulais aborder justement tout à l'heure, je trouve qu'on a perdu un peu l'intérêt et l'attrait principal que je trouvais dans les sets Master à l'époque. Donc je vais parler de Double Master 1 ou même plus vieux, les Master 7 pour Magic 2025 et autres. Le problème, c'est que cette Master-là, c'était des prétextes, entre guillemets, pour reprint des cartes qui étaient surjouées dans des formats éternaux, qui étaient le moderne, et le legacy, etc., les formats compétitifs. Et là, le souci, c'est que j'ai l'impression que si on est joueur de moderne, de legacy ou de format compétitif, il n'y a pas grand-chose pour nous. Il y a peut-être le mentor du monastère ou d'autres cartes qui sont assez emblématiques de ces formats-là, mais il y a quand même plus de 50% d'édition qui n'est pas dédiée au format compétitif, quoi. Je suis d'accord avec vous deux, hein, globalement, je pense que Wizard a fait avant tout un calcul financier, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on considère que les joueurs de Commander sont les joueurs les plus nombreux dans Magic, est-ce qu'au final, c'est pas plus pertinent de faire une édition de reprint qui leur donne envie bah, d'acheter l'édition, tout simplement? Commercialement, oui, c'était certainement le move à faire. Et le truc, c'est que visiblement l'avenir leur donne raison et leurs résultats financiers leur donnent raison. Donc c'est pas moi, avec ma petite voix, qui va leur faire arrêter des milliers d'actionnaires. Et Alors, concernant ce que tu viens de dire, alors en dehors de ce sujet-là précisément, je pense qu'il faut
pas considérer les résultats financiers en permanence comme des preuves de ce qu'aime ou pas le public. Je pense qu'à plein de niveaux, on peut prendre, de manière générale, je parle pas nécessairement de Double Master 2, je pense qu'on peut prendre en otage un public, ou des clients, peu importe. C'est-à-dire que les chiffres ne parlent pas nécessairement d'eux-mêmes. C'est-à-dire que tu peux tout à fait avoir un produit qui marche en générant de l'exaspération. Ouais. Et du coup, à terme, créer un craquage. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais j'ai pas l'impression que Wizard a une stratégie très très long-termiste sur Magic, et ça me dérange. Mais je pense que tant que les résultats financiers sur un court terme sont bons, enfin, ils ont aucune raison de s'arrêter. Et certes, ça peut amener à un crack et à ce qu'on veut, mais je pense qu'actuellement, ils ont une vision court-termiste de l'évolution financière, et pour eux, ils voient une courbe qui monte et ça s'arrête là. Ouais. De mon expérience professionnelle, ce genre de situation arrive souvent quand la personne qui gère l'aspect créatif et que le commercial ne sont pas les mêmes personnes. Ça arrive très très souvent à ce niveau-là. Bon, pour revenir un peu plus à notre édition double commandeur, double commandeur, n'importe quoi. Pour revenir à tu vois, je me fais avoir par mes propres conneries. Du coup, pour revenir à notre édition double master 2, et du coup son orientation commandeur plus ou moins assumée, j'ai pu déceler, et bon, vous aussi certainement, une certaine frustration chez les joueurs de Commander, notamment parce qu'on a eu Commander Legends 2 quelques mois auparavant. Et du coup, il y a une partie de la communauté qui s'attendait beaucoup à voir dans ce set précédent des reprints du calibre de Commander Legends 1. Pour citer quelques exemples, il y avait eu à l'époque Précepteur Vampirique, ou encore alors Jewel Lotus était une exclusivité de ce set là, mais il y avait aussi Mana Drain, donc des gros spoilers. Ils ont été un peu déçus de ne pas retrouver ces cartes là dans Commander Legends 2 pour au final se faire pour au final avoir leur spoiler quelques mois plus tard certes, mais dans des boosters beaucoup plus chers. Est-ce que vous avez donc du coup vous aussi vu cette frustration de la part des joueurs? Est-ce que vous la comprenez? Qu'est-ce que vous en pensez? Sur ces deux extensions-là, donc tu parles de Commander Legend Baldur's Gate, du coup. Commander Legend 2, on est d'accord avec Ouais, ça. tout à fait. Le premier, c'est que c'est une extension avec un thème de Donjons et Dragons. Donc déjà, de base, en termes de reprint, je trouve... Est-ce que ça aurait été cohérent vraiment d'avoir des cartes emblématiques de Magic? Peut-être certaines, oui, mais autant de reprint emblématiques de Magic en grande ligne avec Donjons et Dragons, tu vois, c'est la vraie question. Peut-être pas autant. Le second phénomène, c'est que Donjons et Dragons Baldur's Gate venait juste de sortir. Une semaine après, on avait déjà les premiers spoilers de Duel Master 2. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a eu un côté de trop plein, si tu veux, tu vois. Genre, hey, les joueurs de Commander, regardez, vous venez juste de voir Baldur's Gate, ça vous plaît, bam, on vous remet dans la tête ça et ça sort dans 2 mois. Et je trouve que ça fait un peu un surplus, il y a eu un côté gavage un peu, tu vois. Même j'en ai parlé avec des potes à moi à côté, en dehors de l'aspect financier. Il y a un peu il y a des joueurs qui ont été un peu submergés. Mais même Capenna au final, l'enchaînement Capenna et Commander Legends 2 était au final très très proche, où on a eu 5 préconstruits de Capenna pour enchaîner avec Commander Legends 2 et 4 nouveaux préconstruits. Du coup ça fait, je suis d'accord, il y a un aspect gavage. Déjà te plains pas, t'as eu le droit à une semaine sans spoil. C'est ça. Donc c'est déjà pas, c'est déjà bien. T'as pu respirer pendant 7 jours. Sans compter en plus, si vous êtes joueur Arena, il y a eu les spoilers de Baldur's Gate qui sortent sur Arena. Ça s'arrête jamais. Mais ouais, alors j'ai ma petite théorie de cette frustration. En fait, je pense que le nom de Commander Legends 2 a été un peu trompeur. Dans le sens où cette partie de la communauté a cru avoir un produit similaire à l'ancien parce qu'il avait plus ou moins le même nom, et qu'en fait D&D c'était le thème, alors que en fait le set, je pense qu'il a été designé pour faire un appel du pied
déjà à la communauté des rôlistes, notamment aux États-Unis, qui est très très forte. En fait, je pense que c'était un produit qui était là pour attirer de nouveaux joueurs à travers une expérience de graphe multijoueur. Ce qui me fait penser ça, c'est aussi le power level général de cette édition, qui est relativement bas comparé à Commander Legends 1. En fait, je pense qu'il y a eu... je pense que ça a été bien joué de la part de Wizard, parce que du coup, entretenir ce flou fait acheter. C'est-à-dire que, regardez, ça a le même nom que l'édition d'avant, donc c'est forcément aussi bien. Et de l'autre côté, elle a réussi à aussi montrer que cette édition, elle pouvait être attirante pour les néophytes. Et en fait, en laissant ce flou artistique, qui, je pense, a fait du mal à des gens quand même, toute proportion gardée, au final, elle a réussi à capitaliser sur sa sortie de set, donc de ce côté-là, c'est bien joué. Mais d'un autre côté, je pense que la frustration des gens, elle vient de là, parce qu'ils n'ont pas l'édition qu'ils ont cru qu'ils allaient avoir. Je te rejoins un peu sur ta théorie, mais dans ce cas-là, tu peux remettre en question aussi le fait de mettre un thème comme Donjons et Dragons dans un autre produit que des produits spécifiques comme les Secret Lair, par exemple, tu vois. Ouais. Est-ce que c'est pertinent dans une vraie extension entre guillemets, même si c'est pas une extension standard, d'y mettre un thème Donjons et Dragons, tu vois, Warhammer par exemple, Warhammer 40 000 qui a été décalé d'ailleurs, c'est uniquement des précos, mais c'est pas une extension entière. C'est une vraie question, hein, tu vois, qu'on pourrait se poser dans ce cas-là. Je sais pas. T'en penses quoi, Maker? Ouais, ça va être difficile pour moi d'être pertinent parce que vous avez soulevé tous les points intéressants. Mais ouais, pour moi, on est un peu... c'est un mix de tous ces événements-là qui ont fait que Double Master et Commander Legend 2, c'est des éditions qui auraient jamais dû se rencontrer. Elles visent carrément des publics qui, pour moi, sont totalement opposés. Et on a pu le voir, et toi aussi, Nox, quand on a eu différentes discussions sur différents Discord, quand on a vu un peu les remontées des joueurs, j'ai l'impression que ce qui est remonté le plus de la part des joueurs, plus que un espèce de ras-le-bol des sorties constantes, ce qui est le cas, mais c'est aussi une incompréhension due à une mauvaise communication de Wizard, parce que j'ai l'impression que, en fait, ils payent un petit peu les choix qui font depuis quelques années de proposer du produit Commander dans tous les produits. C'est que, à vouloir viser les joueurs de Commander en tant qu'entité unique, en fait, Wizard vise plein de personnes différentes, avec plein d'attentes différentes, avec des produits différents. Donc forcément... Et ça au sein du même format, finalement. Au sein du même format, mais en fait, le format est tellement complexe et tellement diversifié qu'il y a différents types de joueurs qui sont au sein de ce même format. Et que on peut pas parler à tous ces joueurs-là avec les mêmes produits. Tu vas pas parler avec un joueur qui a 20 ans d'expérience, qui a sa collection complète, avec Commander Legend 2, mais tu vas pas parler à un joueur qui vient de débuter dans le format, qui a acheté 2 précos, avec Double Master 2. Pour moi, c'est des publics qui sont vraiment différents, et il faudrait que Wizard retravaille un petit peu leur communication pour faire comprendre, quand ils révèlent un produit, à qui il se destine. Et tant qu'ils réussiront pas à faire ça, pour moi, ils vont subir les incompréhensions, de dire, bah oui, mais moi, je voulais mon Mana Drain dans mon édition qui était pour les débutants. Bah oui, c'était une édition pour les débutants, donc on va pas mettre Mana Drain dedans. T'as très très bien synthétisé ce que je voulais dire dans l'ensemble. Je pense qu'il y a un problème de communication, parce que je pense que les deux sets sont là pour parler à deux strates différentes de population au sein du Commander, que les deux éditions sont l'une à côté de l'autre, et du coup ça crée une confusion vraiment étrange, parce qu'au final on a le droit à un set dédié au Commander, mais qui est pas vraiment là pour les anciens joueurs. On a un set Double Master qui est là pour eux, mais par contre, c'est des joueurs de compétitifs qui se retrouvent lésés parce qu'ils s'attendaient à avoir quelque chose qui ressemblait à Double Master 1, quoi. Et au final, qui est très orienté Commander. Et donc du coup, il y a toujours... j'ai l'impression qu'il y a une partie de la communauté qui est lésée à une édition de décalage, en fait. Ouais. Mais en fait, je pense que certaines personnes vont tout à fait voir de quoi je peux parler. Mais en fait, c'est la même chose dans le jeu vidéo, dans d'autres activités. C'est une communication que je qualifierais de à l'américaine. Et il y a beaucoup d'œuvres artistiques, que ce soit, encore une fois, du jeu vidéo, du TCG, qui souffrent de leur marketing, parce que, pour moi, ce que je vais définir comme communication à l'américaine, c'est mensonge par omission. C'est on vous propose quelque chose, mais on va expressément ne pas dire telle et telle chose.
Mais du coup, quand c'est telle et telle chose vont être appris par notre communauté, bah ça va se retourner contre nous fois 1000, alors que si on l'avait annoncé, peut-être que les gens auraient été un petit peu mécontents du produit, mais je pense que ça aurait pas eu le même bouleversement que ça a fait comme pour Commander Legend 2 et Double Master 2. Le problème, c'est que s'ils avaient été clairs dès le début en disant que on vous propose Commander Legend, qui est une édition avec plein de petites cartes, pour plein de petites synergies, qui est super intéressante pour les joueurs de Commander qui veulent jouer de manière un peu plus tranquille, et vous aurez plein de cartes pour plein de stratégies qui sont pas trop supportées d'habitude, bah, les gens l'auraient accepté. Après, ils auraient dit, bah, quelques temps après, vous aurez votre Double Master avec plein de nouveaux reprints. Mais Ouais. c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, ils jouent sur un espèce de flou artistique et de mensonge par omission qui fait que ça se retourne toujours contre eux. Bah en fait, ouais, il aurait fallu assumer la direction des éditions et dire voilà, ça c'est le public visé. Mais au final, bon bah, est-ce que c'est vraiment rentable de le déclarer comme ça? Je suis pas bien sûr. Je pense que ça aurait peut-être fait foirer les ventes de Commander Legends 2. Bon, j'en sais rien, hein, je dis ça en l'air, hein, mais c'est peut-être que ça aurait nuit Le aux ventes marketing de... étant pas mon métier, ça reste de l'analyse de comptoir. Ouais, Tu vois. voilà, pareil. Bah, en fait, tu sais, ça me rappelle les questions qu'on évoque souvent aussi sur nos tables de joueurs. C'est aujourd'hui, par rapport à il y a 5-6 ans, un nouveau joueur arrive dans une boutique, il a jamais joué à Magic, il veut se faire un Magic. T'as tellement de types de Mhm. produits différents que si le mec il est mal aiguillé, il peut très vite arrêter le jeu par frustration ou par plein d'autres éléments qu'on a évoqués avant. Tu vois? Et c'est un constat qu'on a fait Mhm. qui rejoint totalement ce que vous disiez à l'instant. C'est qu'aujourd'hui, déjà, explique à un nouveau joueur ce que c'est qu'un format, déjà. Le mec, il a jamais joué, tu vois. Et Oh, ça se fait. Je pense que ça se fait dans la mesure où aujourd'hui les gens sont relativement habitués à tout ce qui est autour du jeu vidéo et tout ça. Donc du coup, il y a des formats, des méta, des modes de jeu. C'est des choses qui sont relativement compréhensibles. Néanmoins, là où je peux te rejoindre, c'est que Magic, même si c'est pas un jeu qui est complexe, c'est un jeu qui est compliqué. Il y a beaucoup de choses à connaître, beaucoup de mots-clés qui sont de moins en moins expliqués. C'est un jeu qui est... on connaît l'adage lire les cartes explique la carte. Moi, je dis que plus le temps passe, moins c'est vrai. Une autre question que ça catalyse aussi, qui pour moi est intéressante, c'est qu'est-ce qu'un nouveau joueur? Parce que il y a ne serait-ce que 5-6 ans en arrière, un nouveau joueur, c'était une personne qui poussait l'apport de son MGS et qui demandait au vendeur ou à son ami un deck de démarrage et qui commençait peut-être par quelques games de standard pour après transiter. Mais maintenant, un nouveau joueur de Magic, c'est un joueur principalement sur Arena qui va s'intéresser qu'aux éditions standard. C'est quelqu'un qui a commencé en achetant un deck commandé en boutique. C'est quelqu'un qui a jamais poussé l'apport d'une boutique mais qui a vu Magic via un placement produit ou autre sur YouTube d'un influenceur hors de la sphère Magic et qui a commencé en achetant un peu n'importe quel produit sur internet sans trop savoir ce qu'il achetait. Maintenant, il y a tellement de profils de nouveaux joueurs différents et c'est un peu aiguiller ces personnes-là soit vers le commandeur ou autre, ça nécessite des explications qui sont pas forcément les mêmes qu'à une certaine époque. Je suis d'accord. Et puis, enfin, c'est dommage du coup que cette communication vis-à-vis de Commander Legend 2 était pas fait comme on l'aurait voulu, parce que ça aurait pu justement être une édition d'appel jusqu'au bout, c'est-à-dire voire même une édition pédagogique. Mais alors, après, ça n'a pas été totalement dans la construction du set. Je pense notamment à la mécanique Undercity. Enfin, prenez l'initiative qui est quand même très compliquée pour ce genre d'édition, mais ça aurait pu faire rentrer pas mal de gens dans le jeu, notamment parce que D&D ça reste un univers qui est attractif, parce qu'il y a des dragons aussi. Mais je pense que c'est pas un loupé, mais ça aurait pu être vraiment l'édition d'appel des nouveaux joueurs. Et au final, j'ai l'impression que bah, elle appelle surtout les geeks plus que les nouveaux joueurs en général. Découvrir Magic, j'ai l'impression que ça n'a jamais été aussi simple qu'aujourd'hui de découvrir Magic, mais j'ai l'impression que l'accompagnement que WOTC veut faire, hein, qui est de transformer une personne qui découvre Magic en client régulier, ben, j'ai l'impression que cette transformation-là, elle est complexifiée par l'offre pléthorique de produits. Il y a tellement de produits que je me dis si je commençais aujourd'hui, mais je me sentirais tellement dépassé. Hmm. Est-ce que Wizard se repose pas un petit peu aussi sur les LGS pour faire ce travail pédagogique? Ouais. Mais
Après, il y a même un moment où les LGS eux-mêmes, c'est un peu compliqué d'être toujours au fait. Je le vois même nous, pourtant, qui sommes dans la création de contenu. Des fois, on peut se sentir dépassé. Alors, je me dis, pour un joueur qui est peut-être pas aussi actif que nous et moteur de la communauté, j'ai envie de dire, bah, c'est un Mm. peu... j'en voudrais à personne de se sentir dépassé par le jeu. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et une autre chose, je me permets de transiter, une autre chose qui peut être un frein finalement, c'est aussi le prix de Magic. C'est un sujet que j'évoque quand même régulièrement dans l'émission. Mais notamment le prix de cette édition qui est du coup au-dessus de la moyenne, vu que c'est un set master et comme à l'accoutumée pour le set master, le, le prix est plus élevé. C'est quelque chose aussi comment dire, qui fait jaser de manière générale, parce que comme on le disait un peu plus tôt, une partie de la communauté aurait voulu des reprints dans Commander Legends 2, qui était une édition plus abordable. Finalement, ils les ont dans Double Master 2, mais du coup, à un prix potentiellement plus élevé. Le but, le but caché de cette édition, c'est aussi de faire baisser un peu les prix, les prix de ces cartes sur le marché secondaire, même si c'est pas tout à fait assumé. Est-ce que ça va être le cas? Moi, c'est vraiment la question que je me pose. Est-ce que ces cartes-là vont vraiment baisser sur le marché secondaire au vu euh, du prix du produit originel qui est plus élevé? Déjà, les précos, il y a certaines boutiques qui sont en rupture depuis longtemps, quoi. Les précommandes, ouais. Donc la question qu'on peut se poser, c'est quel type de public ont tout précommandé, tu vois. Il y a aussi ça. Ensuite, sur le prix, il y a plusieurs écoles. On discutait au début où les Secret Lair sont sortis. Pour reprendre cet exemple-là, c'est 4 cartes à 45 euros, c'est super cher. Et après, derrière, quand tu réfléchis un peu, bah, c'est que des reprints, c'est des cartes qui s'adressent pas à tout le monde, c'est un produit premium, et tu vas en connaissance de cause, tu vois. Mais 4 cartes à 45 ouais, non, euros enfin, je donne un exemple, c'est sur les Secret Lair, je sais plus, je sais plus D'accord. combien il y a de cartes dans les Secret Lair, Ah mais oui, d'accord, ok, pardon, excuse-moi, je croyais que tu non, parlais de non, sur Double le Secret Master. Lair Ok, pour faire d'accord, la oui. comparaison sur un produit qui nous a paru très cher quand c'est sorti, tu vois, sur le moment, il y a quelques années. Mais du coup, c'est pas, voilà, c'est ça. Du coup, c'est pas applicable, à l'extension, parce qu'on n'est pas sur un produit premium, on est quand même sur une extension aussi, tu vois. Et en même temps, d'un autre côté, quand tu vois les précos qui ont été en rupture, et tu te dis qu'il y a une part de spéculation qui est faite dessus, forcément. Euh, mais, mais, euh, mais comment tu la positionnes? Moi, je trouve qu'elle a, en termes de tarification, elle a un peu les fesses entre deux chaises, tu vois. Cette extension-là par rapport à ça. Entre, c'est pas un produit premium, mais c'est quand même cher. Oui, mais il y a des reprints. Donc, c'est un peu compliqué. Moi, je la trouve personnellement relativement chère. Voilà, parce que je trouve que c'est un peu cher. Ça aurait mérité peut-être 30 euros de moins par boîte, hors préco, hein, hors prix préco, pour la rendre un peu plus accessible justement, pour que, comme on disait au tout début, que les personnes qui ont déjà un petit peu de bagou dans le commandeur se disent, on est 4 copains à jouer commandeur, on se prend une boîte à 4 et on se fait un pool de cartes commandeur à 4, tu vois, c'est sympa. Là, à 300 euros la boîte, la réflexion est peut-être un peu différente, quoi. Pour moi, l'édition, elle va souffrir de deux choses. Ben, souffrir, c'est... Premièrement, c'est que Blizzard a abandonné le MSRP depuis un moment, donc le prix minimum recommandé, le prix recommandé de vente en France. Et le souci, c'est que j'ai l'impression que cette édition en souffre parce qu'il suffisait de voir, je ne citerai pas de nom, mais je vais dire sur certaines boutiques aux États-Unis par exemple, au fur et à mesure que les spoilers étaient apportés par la part de Wizard, le prix des boîtes en préco pouvait augmenter de la part des boutiques. Et ça, je trouve que c'est un move. Je rejette absolument pas la faute sur les patrons de boutique parce que je sais à quel point c'est difficile de tenir une boutique Magic encore plus maintenant. Mais forcément, si le prix est pas régulé par le fournisseur, c'est un peu compliqué de dire le meilleur prix pour cette boîte-là, c'est ce prix-là. Non, le prix pour ta boîte, ça sera le prix que la personne veut bien te le vendre. Le prix du marché, ouais. Voilà, le prix du marché, donc s'il n'y a pas d'autorité au-dessus du prix du marché, le marché s'emballe. Et le souci aussi que on va avoir avec cette édition-là pour un peu essayer de voir l'avenir, j'ai envie de dire, de voir si les cartes vont être abordables sur le marché secondaire, c'est que c'est la première édition Master qui assume autant ce rôle de Master Commander.
qui l'assume pas totalement, mais qui a autant de cartes qui sont vraiment pour le Commander. Et le souci, c'est que le Commander est dans un format très populaire. À ma connaissance, on n'a pas eu de format où il y avait autant de bons reprints pour ce format. Donc c'est un peu difficile pour moi là d'analyser, de dire est-ce que les cartes vont vraiment rester à des prix accessibles, parce que même quand elles seront reproposées sur le marché, à mon avis, il va y avoir une demande tellement élevée pour ces cartes-là que je ne sais pas si l'ouverture de boîte de Double Master sera suffisante pour apaiser la demande qui est de plus en plus forte pour des cartes comme Dockside Extortionist par exemple. Tout le monde veut son Dockside dans le format, mais est-ce qu'il y aura suffisamment de boîtes de Double Master ouvertes pour que Dockside atteigne un prix raisonnable? Exactement. Je pense pas. Je sais pas. Moi, je suis à peu près sûr que la demande sera là. Je suis un peu moins sûr de l'offre, en fait. C'est ça, oui. Ça me fait vraiment très peur, dans la mesure où, comme ce produit, c'est pas le produit que tu te payes, toi, random. Tiens, allez, je vais faire un petit booster de Double Master. Inch'Allah, j'ai de la chance. En tout cas, c'est moins... comment dire, ça fait un peu plus peur de s'acheter un booster double master qu'un booster d'un set moins onéreux. T'as l'impression de moins risqué. On peut parler de biais cognitif, hein, mais en tout cas ça se voit en magasin de manière générale. Et pour moi... Vas-y, pardon, je voulais pas t'entendre. Il n'y a pas de souci. T'as l'impression de jouer un peu moins à la roulette russe en prenant un booster d'un set normal. Donc j'ai peur que en fait cette édition elle soit pas très ouverte par les particuliers, qu'elle soit ouverte, voire très ouverte par des professionnels, slash des spéculateurs, slash des collectionneurs ou ce que tu veux. Et que ils se tourneront surtout vers les produits... Ils se tourneront surtout vers le collector. Le collector, parce que les foulards sont déjà à des prix déraisonnables en commande. Moi j'ai peur qu'en fait il y ait peu de cartes finalement en circulation. Et que ça soit les professionnels en fait qui régulent le marché, parce que ça sera les principaux détenteurs des cartes. Pour moi, il y a un autre problème qui a ce Double Master et qui a été soulevé rapidement tout à l'heure, mais qui pour moi est un des principaux problèmes de cette édition, c'est que on nous propose une édition qui est principalement pour de l'ouverture, même si le format draft sera très intéressant, j'en doute pas. Mais ils seront conscients que la majorité des gens qui vont acheter du booster, ça sera pour l'ouvrir, simplement. Et ils proposent pas le set booster, qui est le produit qu'ils ont inventé pour l'ouverture. Et oui. Pour moi, je trouve que c'est incompréhensible. Ouais. Je suis complètement d'accord, ouais. Pour l'expérience d'ouverture, effectivement. Je pense que c'est un méga loupé. Je pense que c'est un méga loupé. Peut-être qu'il se raccroche sur le fait qu'il y ait deux rares à l'intérieur. Je pense que si. Je sais pas. S'il y a une édition où il fallait proposer des set boosters, c'était ici. Je suis à 100% d'accord avec ça. C'est vraiment... presque je trouve ça déraisonnable en fait. Parce que ça va encore pousser, selon moi, hein, toujours, le marché vers ce que je te disais. C'est-à-dire que, en fait, moi je veux récupérer quelques cartes de ce set-là. Et ben en fait j'ai pas le produit qui me correspond. Parce que le collector booster il est hors budget. Et le draft booster, bah ouais, enfin vous êtes gentil, moi je veux pas drafter, je suis habitué maintenant à mon set booster en fait. Et bah je veux pas prendre un booster pour faire du draft. Je veux un set booster et j'ai pas mon produit. Alors que ces dernières années on m'a carrément habitué en fait. Donc ça fait peur quoi. On peut pas vraiment dire que de se rabattre sur le collector booster, même si on paye une légère surtaxe, parce que il suffit, le booster collector est juste, pour la plupart des joueurs, il est inaccessible. Genre 4 boosters pour ce tarif-là, pour moi c'est vraiment, on arrive à une limite que je ne dépasserai jamais, je pense, pour Magic. Pourtant, Magic, faut être conscient que c'est un jeu de privilégié, malheureusement, alors c'est pas un jeu qui est accessible à tout le monde. Je suis le premier conscient d'être privilégié de pouvoir jouer à Magic et de pouvoir investir dans des cartes. Mais quand on voit ce produit-là, je suis vraiment... Pour moi, c'est une limite qu'on n'aurait déjà pas dû franchir. Est-ce que ça vous dit que je vous rappelle un petit peu le contenu des boosters et je vais faire un petit peu des recherches, voir un petit peu qu'est-ce que vaut quoi sur le marché actuellement.
Si ça vous intéresse, ça pourrait peut-être alimenter un peu encore la conversation. Du coup, un booster de draft, à l'intérieur, vous pourrez trouver donc du coup 2 rares, 2 mythiques, 2 cartes premium qui peuvent être de n'importe quelle rareté, 3 Unco, 8 communes, une carte de terrain tour cryptique. Donc j'imagine que c'est un terrain pour draft. Oui, c'est le terrain, le fameux terrain pour draft. Choisis tes couleurs en montant ton pack. Le terrain où tu entoures, où tu entoures tes couleurs. Bref, un calporte quoi. Et un jeton publicité, un token ou une publicité, ça c'est pour le booster de draft. Et du coup le collector booster, alors là accrochez-vous à votre ceinture. Vous allez dedans trouver un jeton recto verso premium, 5 cartes premium communes, 2 cartes premium incommunes, 2 cartes sans bordure, non premium commune ou incommune, 2 cartes sans bordure premium traditionnelle commune incommune, une carte premium traditionnelle rare ou rare mythique, une carte sans bordure non premium rare ou rare mythique, une carte supérieure premium rare ou rare mythique, et enfin une carte sans bordure premium traditionnelle ou à texture premium rare ou mythique. Allez, soit. J'ai essayé, hein, mais quand t'arrivais à la fin de ta phrase, j'avais déjà oublié le début. Bon, en gros, pour faire simple, dans un booster collector, vous allez trouver 4 rares ou mythiques un peu dans tous les sbulls d'apparence. Et enfin, donc 2 Unco sûrs, 5 communes sûres, et un mix-up de 4 communes ou incommunes avec des bordures sans bordure avec, et un jeton. Donc voilà, collector booster, 4 rares mythiques avec des apparences exclusives. Bon, ok. Et pour resituer un petit peu les prix, actuellement dans le commerce, on trouve la boîte de draft entre 270 € au plus bas prix jusqu'à 300. C'est la même chose pour les boîtes de collector, sauf que les collector boosters, il n'y en a que 4 dedans. Donc ça revient à trouver dans le commerce le booster de draft à entre 12 et 15 €, et le booster collector entre 70 et 80 € pièce. Voilà. Donc vous pouvez hurler, moi ça me fait peur. Pour moi, on reboucle sur ce qu'on disait au début, c'est juste, on en est à un point où c'est pas pour tout le monde. Et typiquement, quand on en revenait au début sur, ça serait pour un joueur qui découvre le format. Alors certes, c'est pour un joueur qui découvre le format, mais c'est aussi pour un joueur qui découvre pas ce qu'est un casino, et qui est tout à fait conscient qu'en mettant cette somme, il peut perdre l'intégralité de ce qu'il a mis. Donc oui, le frisson de l'ouverture du booster, on est tous... je pense que si on n'avait pas ça, on n'apprécierait pas autant le jeu. Mais je pense que là, on arrive à une somme de gamble que tout le monde ne peut pas se permettre, grande là. Ouais, bah ça revient à l'aspect de l'accessibilité aussi, qui est pas présente pour tout le monde, quoi. Hélas. Parce que si on revient quelques années en arrière où ton gamble sur un booster de standard, c'était bon allez, je mets 3 €, 3,50 €, 4 € sur la crèmerie, et je peux ouvrir une carte jusqu'à 10 €, ou une carte à 2 centimes, bon, c'est un gamble qui reste raisonnable. Mais là, le delta est tellement important entre les 15 € que tu vas investir et la carte à 2 centimes ou la carte à 400 €. Pour moi, là, c'est plus un simple gamble, c'est du casino. Et alors en faisant mes recherches, je suis tombé sur une info qui est certainement vraie parce que je l'ai trouvée sur un article de Magic Card Market et que c'est des choses qui sont relativement bien sourcées. Que le booster de Ultimate Master, donc le dernier set Master avant le début des Double Master, était à 13,99 €, prix fixé. Donc 14 €, au final ça m'a surpris parce que du coup c'est pas très loin de Double Master 2 finalement en termes de tarot, et c'était pas des boosters avec de rares. Donc du coup je me suis dit tiens, est-ce que ça me fait pas relativiser
C'est un set Ultimate Master qui d'ailleurs qui a été quelque chose de très apprécié. Hein. Sans trop me mouiller, je pense que Pardon, je reprends ma phrase. Sans trop me mouiller, ouais, je pense que d'un point de vue accueil critique, entre guillemets, il a été plutôt bien reçu. Mais je crois pas qu'au niveau des ventes, en tout cas si je me souviens localement par chez moi, où pourtant ça achète pas mal d'éditions Master, je crois que Ultimate Master c'était peut-être une des éditions Master qui a été le plus boudée. Hein. D'accord, ok. D'accord. Bon bah écoute, aujourd'hui une boîte Ultimate Master c'est plutôt dur à trouver hein, en ce moment. C'est 330 € premier prix. Hein. Bon après parce que c'est une édition du coup qui était de 2019 donc peut-être que c'est pour ça qu'elle a un peu pris. Mais je sais pas. En tout cas l'info m'a fait réfléchir à ce moment-là. Aussi. Ouais, il y avait Force of Will, c'est vrai. Ouais, je pense que c'est pas. Oui, et puis il y avait Liliana du Voile, mais je pense que c'est pas ces deux cartes. C'est pas les ouais. C'est pas le lever de ces deux cartes. Enfin, tu vois, on a des cartes quand même de calibre à peu près similaire dans Double Master 2, donc. Sauf que bah là, t'as une chance quand même qui est relativement supplémentaire de les toper. En fait, ça m'a fait un peu relativiser dans mon jugement. Pas énormément, hein, mais ça m'a pas brain shifté, mais quand même, je me suis dit, si c'était vraiment 14 balles le prix du booster Ultimate Master au final, peut-être que j'en rajoute un peu, je sais pas. Non mais c'est ça, et d'ailleurs le texte d'ambiance de Dim étouffante sur le nouvel art, il y a marqué qu'est-ce que j'aime l'or, si je pouvais, je le mangerais je le mangerais, je le respirerais. Et du coup, c'est une citation de Leland, collecteur d'impôts, et j'ai trouvé ça tellement drôle. Enfin bon. Avant le podcast, à la préparation du podcast, t'avais dit, mais pour moi, la phrase qui symbolisait le mieux, je l'avais extraite d'un autre Discord, c'était quelqu'un qui avait cité s'ils impriment pas des cartes pour le commandeur, ils explosent. Ouais, c'est à peu près ça. Bon, allez. Sur une note un peu plus positive, à travers ce qui arrive dans Magic, dans les prochaines éditions, qu'est-ce que vous attendrez ? On a Dominaria United qui va bientôt finalement pas tarder à montrer le bout de son nez. On a, comme le disait Guigou, les préconstruits Commander Warhammer 40 000 qui ont été repoussés. Il va y avoir aussi Infinity. Et un peu plus loin encore, Brother Wars. Parmi ces choses-là, est-ce qu'il y a des choses qui vous intéressent ? Ouais, je suis assez pragmatique maintenant avec Magic. J'ai envie de dire que j'ai moins d'attentes qu'avant. Peut-être parce que, tout simplement, en étant toujours la tête dans le guidon dans le jeu, j'ai peut-être moins le temps de me hyper et de me dire j'attends vraiment cette édition-là parce que, étant donné qu'on est toujours couvert de cartes, c'est un peu difficile de se projeter dans l'avenir. Mais ouais, je pense que l'édition que j'attends peut-être le plus actuellement, c'est un point de vue purement nostalgique, c'est Brothers War. Parce que peut-être ça nous permettrait de voir un petit peu j'ai envie de dire un Magic à l'ancienne et de revoir des anciens personnages, si ça peut nous permettre de revoir un Magic à l'ancienne, ça me ferait plaisir. Ouais, à titre personnel, j'ai l'impression que plus je vieillis et plus je suis sensible à l'univers des extensions. Donc il y a un peu ce côté de j'ai envie de me laisser bercer, tu vois, dans l'univers de l'extension dans lequel ils ont envie de nous emmener. Je suis de moins en moins convaincu par le retour sur des plans qu'on a déjà connus, comme on a eu sur Zendikar Rising ou Theros Beyond Death ou des extensions comme ça, où j'ai pas été convaincu. Par contre, je trouve que c'est une bonne idée de remettre un peu au goût du jour ces plans-là pour des joueurs qui n'ont pas connu du coup ces extensions-là il y a quelques années, en premier du nom, n'est-ce pas ? Derrière, je te rejoins un peu sur ce que tu disais tout à l'heure, j'attends pas grand-chose. J'ai envie de me laisser bercer, déjà pour pas être déçu, et puis pour essayer d'être un peu surpris, même si j'avoue que Infinity et toutes ces extensions un peu parodiques, là, c'est vraiment des choses très sympas, où il faut peut-être un peu plus voir ça comme un jeu de société de temps en temps. Et ça permet de décompresser un peu du Magic traditionnel, et je trouve ça intéressant, donc j'avoue que je regarde ça d'un coin d'œil très intéressé.
Moi, je pense que Magic, c'est un jeu de société. En tout cas, quand tu l'abordes, surtout du côté commandeur de la force, euh, je vois ça comme un jeu de société. Et ça fait, en fait, à partir du moment où j'ai pas mon cul en tournoi, c'est pas des adversaires que j'ai en face de moi, c'est des partenaires de jeu. Et du coup, j'ai pas cette vocation. Enfin, je vois vraiment Magic comme un jeu de société. Donc du coup, effectivement, moi, typiquement, les unsets, c'est vraiment quelque chose qui m'attire beaucoup. Parce que c'est Magic qui se moque un peu de lui-même. Et puis on a l'occasion de rire aussi avec lui. C'est des expériences que j'ai eues en draft qui étaient peut-être parmi mes meilleures, mais parce que ça m'a provoqué mes plus gros fous rires. Il y a une carte qui m'a fait vraiment, qui m'a fait vraiment rire à gorge déployée pendant mes sessions de draft de Unstable. C'est Entirely Normal Armchair, qui est en fait un artefact qui n'a pas de mana value, qui dit que pendant chacun de nos tours, on peut, si elle est dans notre main, on peut la cacher sur le champ de bataille. Et pour 0, notre adversaire, il peut nous la renvoyer dans la main s'il la voit. Et pour 2, on peut la sacrifier et détruire une créature attaquante ciblée. Et en fait, nous, on appelait ça, on appelait ça la cachette ou le piège, tu vois. Et en fait, j'avais un gros délire, on essayait de la cacher un peu dans nos landes. Du coup, quand on posait un land, on essayait de poser cette carte en même temps, tu vois. On la planquait sous notre bière ou des trucs un peu comme ça. Et c'est vraiment la carte qui m'a provoqué le plus de fou rire dans le Unset. Et du coup, j'espère retrouver vraiment ce genre de carte, ce genre de gameplay dans Infinity. Donc j'attends le set très très fort, malgré les choses que je trouve un peu mal gérées dans cette prochaine édition, qui sont que tout sera en bord noir et qu'au final faudra déceler qu'est-ce qui est légal en commandeur et qu'est-ce qui l'est pas. C'est encore un sac de nœuds impossible. Mais j'ai quand même hâte de cette édition. Ouais. C'est ce que j'allais rappeler un peu. Désolé de devoir un peu casser le fun, mais moi c'est une édition qui me fait très très peur, Infinity. Justement pour ce que tu as abordé des cartes à bord noir, mais qui sont le bord gris est abandonné, mais du coup on aura un stamp qui veut dire que c'est légal ou que ça n'est pas. Je sais même plus si c'est légal ou non, s'il y a le stamp en forme de noisette là. C'est pas si y a le stamp, c'est pas légal. Ok, ouais. Donc c'est dans ce sens-là que ça fonctionne. Mais ouais, c'est un set qui me fait un peu peur parce que j'ai vu une excellente vidéo récemment de Spice Head Track, si vous connaissez, un très bon youtubeur anglophone qui a une thèse en écriture, donc qui fait des très longues vidéos théoriques autour de Magic et son univers. Faut s'accrocher, c'est long, faut un niveau d'anglais assez correct, mais c'est super intéressant. Et là récemment il a fait une vidéo justement sur la N7 et comment Magic a selon lui tué la N7. Et je suis tout à fait d'accord avec son analyse, qui est que en fait Infinity, en proposant ce qu'ils en ont fait, les promesses qu'ils nous apportent, j'ai vraiment l'impression qu'on a perdu le un du set en fait. Et ça va être assez difficile de résumer sa pensée qui développe sur une vidéo d'1 h 30 là en quelques secondes. Mais ouais, c'est à force de vouloir parler, on en revient au même niveau de vouloir parler à tout le monde, on parle à personne. C'est effectivement un créateur de contenu que j'aime beaucoup, beaucoup, notamment parce qu'il est engagé aussi dans son contenu, et que Oui. moi c'est quelque chose qui me parle tout simplement. Il a pas peur de se faire des ennemis. J'aime beaucoup comment il se place, et effectivement il parle. Enfin, je connais personne qui parle de Magic comme lui il en parle, et du coup j'invite vraiment tout le monde à aller voir. D'ailleurs, en parlant de partage, c'est la fin de l'émission. Du coup, c'est le moment où vous pouvez partager avec les auditeurs une œuvre qui vous a marqué dernièrement, un film, une série, une BD, un jeu vidéo. Ouais, j'ai déjà triché un peu parce que je vous ai recommandé Space Track et tout ce qu'il fait dans l'univers de Magic.
Mais du coup, je vais profiter de cette petite capsule pour vous proposer quelque chose qui n'a rien à voir avec Magic pour le coup, mais que j'ai beaucoup apprécié et que je conseille à tout fan d'animation. C'est tout simplement la dernière saison de Love, Death and Robots, une série proposée par Netflix. Donc c'est tout simplement des Netflix qui donne de la visibilité et des moyens à plusieurs réalisateurs de créer des courts-métrages d'animation. Et ce qui est vraiment super intéressant si vous appréciez l'animation et la narration courte de type nouvelle, c'est que ça force les gens à être synthétiques, parce que c'est des courts-métrages qui durent entre 5 et 15 minutes pour les plus longs, et où ils doivent développer tout leur univers et leurs enjeux, l'histoire, etc., avec des styles d'animation très différents. Et franchement, je peux que vous conseiller, si vous aimez l'animation, vous allez prendre des grosses claques. Euh, pour moi, c'est une des meilleures séries d'animation qui est sortie depuis Je suis très longtemps. d'accord, c'est tout aussi bon visuellement que en termes d'écriture. Il y a un petit côté Black Mirror Ouais. sur certains épisodes qui est vraiment, vraiment agréable. Ouais. Et ce qui est super intéressant aussi, c'est que bah, vous pouvez passer d'un univers à un autre, mais en quelques secondes. Pêle-mêle, si vous avez jamais vu Love, Death and Robots, ça spoilera pas trop et je vais sortir des idées d'épisodes qui sont dans différentes saisons. Mais vous pouvez avoir un épisode où ça va être le fermier contre les rats dans sa grange, un épisode qui est space opéra sur la découverte de nouvelles planètes, un autre épisode qui est qu'est-ce qui se passerait s'il y a un univers qui se développe dans votre congélateur, encore un autre épisode qui est une grand-mère installe une alarme chez elle. Voilà, pour vous donner le panel d'idées qui sont développées dans cette série et c'est vraiment super intéressant. Ok. Et toi, Guigou, est-ce que tu as une œuvre culturelle que tu aimerais partager avec les auditeurs? Alors j'en ai beaucoup, mais je vais me concentrer sur un un album de musique qui me suit beaucoup, et qui est sorti en 2018. Parce que je reprends les transports en commun depuis peu et j'écoute beaucoup le dernier album de Polyphia. Bon, c'est très connu, hein, je pense que beaucoup de personnes connaissent et je trouve que techniquement et musicalement, c'est du gros n'importe quoi super organisé et très technique. Et c'est que de l'instrumental et ça me fait ressentir beaucoup d'émotions. Donc si vous n'avez pas écouté le dernier album de Polyphia, je vous le conseille, avec des rythmes et des entrées parfois métal, parfois funky, et parfois n'importe quoi, mais c'est toujours très carré. Et ça m'accompagne beaucoup en ce moment, voilà. L'album qui est sorti en 2018 de Polyphia, qui est dans mon quotidien en ce moment. Donc pour le partager, ça me paraissait correct. Eh ben moi, ce que je voulais vous partager, c'est une chaîne YouTube qui s'appelle Bolchegeek. C'est une chaîne YouTube qui aborde la culture populaire sous des angles artistiques, sociaux et politiques, où on s'interroge sur notre monde à travers notre imaginaire en commun et avec ceux qui le font. C'est une chaîne qui est pareil, engagée, à travers laquelle je retrouve certaines de mes propres valeurs, mais mais typiquement, j'aime bien parce que ça nous montre des alternatives d'avenir de ce que pourrait être notre monde. En tout cas, ça nous montre des petites pépites de notre monde qui, si on en faisait la norme, bah peut-être que ça irait mieux. Et ça aborde des sujets comme le jeu vidéo. Typiquement, je pense à cette vidéo que j'aime beaucoup qui est très accessible, qui s'appelle Peut-on sauver le jeu vidéo, qui est en fait une rétrospective du jeu vidéo Hades, euh, et qui en fait explique comment un studio indépendant a réussi à faire un jeu vidéo à succès, avec une vraie éthique et une vraie morale dans un univers, euh, dans une industrie qui est de plus en plus critiquée pour, euh, pour son burn-out, pour les conditions de travail et pour le marché en général. Voilà, c'est Bolchegeek, c'est une chaîne YouTube française et ça déchire. Ouais, bah, j'aime beaucoup aussi et je suis content que tu aies partagé le travail que peut apporter Bolshevik sur les internets. Ce qui est intéressant aussi, c'est surtout pour la vidéo Hades, et c'est bien de s'intéresser à un média, mais surtout aux gens qui le font. Et j'ai l'impression que c'est un peu les grands oubliés actuellement de cette industrie qui sont pourtant
c'est le plus important, c'est les petites mains qui font les jeux auxquels on joue, et des fois c'est intéressant de voir dans quelles conditions ils le font. Et prendre conscience de ça, ça peut, nous, en tant que consommateurs, nous faire prendre conscience de certaines choses et peut-être soutenir certaines pratiques et pas forcément soutenir d'autres. Et je pense que c'est intéressant de faire ce cheminement intellectuel. Et merci à vous d'être restés avec nous jusqu'au bout, et merci les gars d'avoir partagé cette émission avec moi. Enfin, merci à toi pour l'invitation, en tout cas, c'était vraiment cool. Ouais, merci beaucoup pour l'invitation. C'était adorable. C'était chouette. Ouais. Et vous, chers auditeurs, n'oubliez pas que si cet épisode vous a plu, de le liker, de vous abonner sur la plateforme de votre choix, Spotify, Deezer, Apple Podcast. De même, si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à commenter ou nous envoyer des billets doux en message privé. En attendant, je vous souhaite plein de bons top decks et pas trop de manades. C'était le Pince Crâne. Salut! Ciao ciao. Salut!